tiens à dire que dans ma délégation, j'ai la stratégie de la donnée et ce n'est pas pour rien. Et c'était très réfléchi parce que je pense que la data et donc les données sont un élément essentiel pour la transition écologique. Donc on en a besoin. Par contre, on en a besoin, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut le faire de façon sobre et responsable et avoir les bonnes données à utiliser. Donc tout est question de quelle data on utilise pour cette transition écologique. Il y a des données qui ne vont pas être utiles et il y a des données qui vont être utiles. Donc tout le sujet est là en fait. Ok, très bien. Christophe Philippe, selon vous, comment est-ce que on peut rendre compatible la transition quand on sait que ce développement des data et du numérique est de plus en plus consommateur d'énergie? La réponse est assez simple. Soit on s'engage vraiment dans une démarche globale, soit on n'y va pas. Courant décembre, on a pris la parole, le directeur général délégué du groupe Bouygues a pris la parole et il a parlé des accords de Paris. Et il a fortement engagé le groupe Bouygues et dont Bouygues Télécom à prendre un objectif clair, c'est 2030, c'est 50% d'émissions de CO2 en moins en direct et 30% dans les filières avec lesquelles on a des partenaires. C'est très exigeant et je crois que c'est un peu à la hauteur des enjeux qu'on peut partager avec les élus, hein, que ce soit Madame Jamet et toutes les communes et tous les endroits où on pose des infrastructures. Nous, on s'engage dans cette démarche-là. Ça ne va pas être simple et les réponses qu'on trouve déjà maintenant, elles sont variées. C'est à la fois l'utilisation d'une énergie décarbonée. Ça, c'est un gros pilier de la baisse des émissions de CO2, évidemment. Donc, on a une politique très dynamique dans ce sens-là. On a la politique de réutiliser du matériel, parce qu'il y a aussi la consommation du matériel, les nouveaux matériels qui remplacent l'ancien matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On doit recycler, on doit réutiliser, on doit optimiser toutes nos filières dans la production de nos équipements. Et je ne parle pas encore de la donnée. Le sujet données est un vaste sujet, vous avez raison. Et là, on parle du stockage des données qu'on réutilise ensuite. Et c'est un sujet qui est un sujet un petit peu annexe à mon déploiement. Je dirais réseau mobile et réseau fixe, on déploie de la fibre. La fibre, c'est un élément par rapport au cuivre qui est 3 fois moins consommateur d'énergie. Donc c'est une bonne nouvelle parce que les réseaux fixes vont moins consommer d'énergie pour plus de transport. Donc on a des bonnes nouvelles dans le déploiement avec la technologie qui nous le permet. On a des choses comme ça qu'on fait très factuellement, le recyclage des téléphones mobiles, et puis il y a de vastes sujets qu'on abordera peut-être plus tard, comme la sobriété numérique. Tout ça fait partie d'un vaste ensemble qui crée de la donnée, du transport de données, et qui consomme de l'énergie, et du stockage de données qui consomme aussi de l'énergie. Nous, opérateurs télécoms, on va plus être sur la partie transport, on est des spécialistes du transport, de l'infrastructure numérique, et effectivement, on fait beaucoup d'efforts. Et côté data center, si on parle vraiment d'infrastructure et les nommer, le data center, c'est un sujet aussi de consommation et de réutilisation de l'énergie qui est dépensée. Il y a une forme de chaleur qui se dégage de ces endroits-là. Bon, il y a des solutions à envisager, et vous avez raison, tous ces sujets-là, ils sont importants, ils sont très importants. Et on en a bien conscience, et nous, on travaille vraiment dans ce sens-là, de diminuer la consommation énergétique, même si la technologie évolue, et même si on stocke plus de données. D'accord, donc effectivement, cette approche de solution portée par Bouygues Télécom, est-ce que vous trouvez, Delphine Jamet, dans cette approche, une solution qui semble, alors, si ce n'est efficace, en tout cas qui répond à aujourd'hui les problématiques que vous mettez en avant et dont vous avez conscience? Est-ce que ça permet de rendre plus compatible cette transition tout en n'étant pas en opposition avec la croissance du numérique et des data qui représentent tout de même un vrai problème écologique? Pour remettre ce que vient de dire Christophe Philippe, il a raison, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les données qui génèrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, en fait. C'est clairement les terminaux. 80% de l'empreinte carbone du numérique, c'est les terminaux. Donc, on a un gros travail à faire sur les terminaux, presque plus que sur la donnée à proprement dit. Et donc là, il faut effectivement que les opérateurs, mais pas que les opérateurs, hein, il y a les constructeurs de téléphones, il y a tous les constructeurs aussi de matériel, s'engagent sur cette transition. Et où, moi, je dirais même plus, c'est qu'on n'est plus dans un moment de transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit y aller. C'est que la transition, elle est passée. 2030, c'est dans 10 ans. 2050, c'est dans 30 ans. Et plus que 50%, c'est 55% qu'il faut avoir réduit d'ici 2030. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps jusque-là. C'est-à-dire que la transition, on ne l'avait pas commencé avant. Donc là, il faut qu'on aille encore plus fort.
loin. Donc, c'est déjà, on voit que les opérateurs ont commencé en conscience de tout ça. Il faut clairement faire l'impact et évaluer quel est l'impact aujourd'hui du numérique et derrière en découler les mesures concrètes qu'il faut avoir pour pouvoir mener à bien et évaluer, voir si on est sur la bonne trajectoire. Aujourd'hui, on est souvent dans des intentions, ce qui est intéressant. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de l'intention, on est au temps du faire. Et donc, pour faire, il faut évaluer en amont où on en est pour essayer d'atteindre les objectifs. Et c'est vrai que moi, quand je regarde de façon globale aussi l'impact du numérique et tout ce qu'on peut me dire, on est loin du compte, c'est-à-dire qu'on est loin du compte de la collecte des terminaux, on est loin du compte du recyclage des terminaux, on est loin du compte de tout cela. Donc, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, je n'ai pas les objectifs clairs, nets et précis de l'ensemble des opérateurs. D'ailleurs, je ne vais pas faire que sur Bouygues ou n'importe où. Enfin, c'est clairement pas mon but. C'est de voir comment ils atteignent ces objectifs pour 2030 et pour 2050. Et aujourd'hui, les feuilles de route ne sont pas claires, on ne sait pas, c'est des intentions, mais ce n'est pas chiffré et parce que ça va coûter cher aux entreprises aussi, enfin, clairement, hein, donc il faut le mettre en relation. Et donc, comment on atteint les objectifs? Et là, c'est vrai que pour le moment, moi, je n'ai pas de vision claire de savoir comment on atteint les objectifs. Parce que sur les terminaux, par exemple, sur ce que vous avez dit, sur récupérer la chaleur des data centers, ça se fait déjà. Il y a des entreprises qui le font déjà et qui vont connecter des immeubles pour chauffer les immeubles avec la récupération des data centers. Aujourd'hui, c'est minime. C'est-à-dire que c'est une toute petite proportion, ça doit être du 1%, même pas, je pense. Donc, c'est comment on arrive finalement à récupérer toute cette énergie de tous les data centers. Et là, moi, je n'ai pas de feuille de route claire sur les 10 ans qui me disent, ça, on va y arriver d'ici 2030, on va arriver à faire ça. Donc, c'est ça qui m'importe, moi, c'est d'avoir une vision très claire de où on va. Une fois que j'aurai cette vision très claire, je serai rassurée et tout ira très bien. Christophe Philippe, est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos ? Oui, et encore une fois, moi je parle qu'au périmètre de Bouygues Télécom. Vous avez raison, le sujet dépasse Bouygues Télécom, mais moi je vais parler de ce que je connais, de ce que je vois factuellement. On a une politique de recyclage des terminaux chez Bouygues Télécom qui est très active depuis plusieurs années, je crois que c'est presque 5 ans maintenant. On a des bornes de recyclage où on invite nos clients, on communique vers eux pour recycler, pour déposer leur téléphone actuel et reprendre leur téléphone actuel quand ils achètent un nouveau téléphone, parce que nous développons à la fois les terminaux reconditionnés, qui sont moins chers et plus accessibles pour nos clients, et c'est de la réutilisation, on ne va pas se mentir, les métaux lourds coûtent cher à la planète. Nous essayons de développer au maximum la réutilisation, le reconditionné, et c'est déjà dans nos boutiques, et c'est déjà des bornes que vous pourrez voir si vous regardez chez Bouygues Télécom. C'est pas du blabla, on est dans une démarche de choses très factuelles, on l'a initié il y a longtemps, de ce matériel. Il est précieux aux yeux de tout le monde et on en a tous conscience. On a, nous collaborateurs, tous déposé 5, 6, 7 téléphones qu'on stockait chez nous parce que ça fait des années qu'on travaille chez Bouygues Télécom et qu'on avait stocké notre propre matériel. Donc ça, on est déjà dans une démarche, on a pris conscience il y a quelques années, c'est assez récent, je vous le concède, mais on a pris conscience, collaborateurs, de l'importance de ces sujets-là. D'autre part, on recrute des jeunes collaborateurs aujourd'hui. Ces jeunes collaborateurs, ou moins jeunes, on va dire la société civile, elle a changé. On est plus sensibles, tous, à ces sujets-là, parce que la planète, elle change et on le voit. Là, on est dedans. On sent qu'il y a des choses qui bougent et on doit faire changer les choses. Nos collaborateurs exigent de leurs employeurs, pas que Bouygues Télécom, une certaine forme de politique qui se soit écologique, entre guillemets, ou en tout cas environnementale, à la fois sociétale, le télétravail ou des choses qui, quelque part, favorisent aussi l'économie d'énergie par moins de transport, moins d'utilisation de la voiture, ces petites choses du quotidien qu'on peut gratter à droite à gauche. Et je pense que si on est toute la société dans une démarche comme ça, on peut y arriver. Nous, on le fait chez Bouygues Télécom, je fais ma pub, je connais que ma boîte, hein, mais on fait des choses factuelles. On a fait un truc avec les tasses à café. On s'est aperçu qu'on consommait des milliers de kilos de tasses à café parce qu'on avait des cafetières. Bref. À chaque fois qu'on utilise un gobelet, on le jette. On a supprimé il y a 2 ans tous les gobelets, on a remplacé par des verres en verre, où chacun a sa tasse, son verre, et on a fait des économies en poids de déchets qui sont incroyables. Donc on est rentré dans une époque nouvelle, nous aussi société, et nous aussi entreprise, avec des gens qui ont des attentes différentes. Et on doit s'adapter, et c'est la force de nos collaborateurs qui nous impose d'y aller, et nos dirigeants sont dans cette dynamique-là. Donc pour Bouygues Télécom, je rejoins votre discours et on a quelques petits éléments factuels qui sont déjà en place au-delà d'une feuille de route.
Et du coup, j'ai une question, c'est quel est le pourcentage de matériel recyclé chez Bouygues Télécom? Typiquement, combien vous vendez de terminaux, donc de téléphones, et combien de pourcentage vous récupérez à chaque fois? Je ne sais pas, il faudrait que je vous propose les chiffres. Si vous voulez qu'on en discute ultérieurement, je peux vous le présenter, Et en évidemment. fait, voilà, typiquement, c'est là où est entre guillemets le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la part de recyclage en fait des terminaux, juste les téléphones, en termes de téléphonie mobile, je crois qu'on est à plus de 70 millions de téléphones ou quelque chose comme Oui. ça, voilà, Oui. en France. Quelle est la part de recyclage à chaque fois qu'ils sont renouvelés, sachant qu'ils sont aujourd'hui encore renouvelés tous les 18 mois, ce qui est très court comme délai. Et donc, du coup, quelle est la part de ce recyclage, soit parce qu'on va les reconditionner, soit parce qu'on va les démanteler et récupérer les matériaux. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre exact sur cette part pour voir après si en 2030, vous allez atteindre un objectif, par exemple, de 80% ou de 100% de recyclage. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque. Non, nous avons des KPIs que je pourrais échanger avec vous précisément sur ce sujet-là, soyez-en sûrs. Je ne les ai pas maintenant parce que je ne connais pas tous les détails de tous les services de Bouygues Télécom et tous les chiffrages, malheureusement, je suis plus côté infrastructure, mais on en parlera et je vous montrerai des éléments qui sont différenciants en fonction de l'attitude de nos clients. Très clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui a un forfait engageant, qui a acheté un téléphone avec son forfait, il va avoir cette tendance à revenir en boutique avec son ancien terminal et ça devient un geste un peu économique on lui reprend moyennant argent son ancien terminal et ça lui finance une partie de son nouveau terminal. Donc sur ces clients-là qui ont un forfait, qui font du renouvellement boutique par exemple, la démarche elle est initiée en fait. Les gens font leur propre démarche de recyclage, racheter un téléphone, déposer le leur, et le leur, s'il est encore en état, il est réparable, bah, on le fait fonctionner et on le revend. Ça, les chiffres, je vous les communiquerai, on en reparlera. Ce qui change, c'est la société de consommation. Les gens aujourd'hui ont des forfaits sans engagement et travaillent leur mobile de façon différente. Donc c'est plus peut-être sur le bon coin ou par des biais différents qu'ils s'approvisionnent au niveau de leur terminal. Et ça, c'est une chaîne que moi, opérateur, je ne maîtrise plus, puisque ça rentre sur un marché parallèle où les gens se débrouillent et ont d'autres canaux d'acquisition de terminaux. Je ne vous parle pas d'Amazon, de plein de sites qui vendent des mobiles qui viennent de loin, des mobiles chinois, Xiaomi ou autres. Enfin, il y a plein de marchés qui se sont développés en parallèle des opérateurs. Donc, mes chiffres ne seront que parcellaires par rapport à la vraie vie des terminaux dans la société. Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'il faut penser la technologie pour qu'elle soit au service de l'homme et pas que ce soit l'homme qui soit au service de la technologie. Et donc, il y a des grands penseurs qui ont beaucoup travaillé d'ailleurs sur ce sujet depuis de très nombreuses années, qu'on critiquait, qu'on regardait d'un mauvais œil. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus fondamental de les entendre et de les écouter parce qu'on voit bien que la technologie a des impacts globaux. Et notamment sur le dérèglement climatique. Et donc, la technologie qui est au service de l'humain et qui est au service de la Terre est une bonne technologie. Celle qui détruit est l'être humain, parce qu'il y a des technologies, on peut dire ce qu'on veut, qui ne sont pas bonnes pour l'être humain non plus, qui peuvent asservir l'être humain, c'est un fait, hein, ça s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, et qui détruisent la planète. Enfin, je veux dire, à un moment donné, toutes les technologies sont pas bonnes, et il faut surtout les interroger. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut pas croire que parce qu'on interroge une technologie, qu'on est technophobe. Enfin, moi, c'est un débat qui me fait quand même sursauter et halluciner, où parce qu'on interroge une technologie, tout de suite, on est contre le progrès et contre l'innovation. Ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment interroger pour voir si cette technologie est au bénéfice de tous et de toutes. Enfin, et c'est juste fondamental. Et d'ailleurs, quand on a un inventeur qui va inventer quelque chose, normalement, c'est pour le bénéfice du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, on doit regarder aussi pour le bénéfice du plus grand nombre et surtout pour le bénéfice pour la planète. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Est-ce que ça accroît les émissions de gaz à effet de serre ou pas? Et c'est ça dont on a besoin. Et pour prendre une décision politique, et là je vais en revenir aux politiques, aujourd'hui, on doit interroger les technologies
pour voir si elles ont un impact sur le climat ou pas, si elles ont un impact négatif, positif, si elles ont un impact positif et négatif, et si c'est le positif qui l'emporte ou le négatif qui l'emporte. Et après, il y a des décisions. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font pas, et donc nous, on pense qu'il faut interroger les technologies sous tous ces angles-là pour voir si on peut continuer à avancer vers cette technologie ou non. C'est des questions juste fondamentales et aussi philosophiques. Enfin, en tant qu'être humain, enfin, c'est normal qu'on se pose ce genre de questions. Très bien. Christophe Philippe, est-ce que vous opposez écologie et technologie de votre côté? Non, je n'ai rien à dire presque de plus que Madame Jamais. Je partage beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. L'écologie, ça reste pour moi, tel que son nom l'indique, une science qui étudie les impacts de l'activité humaine sur la planète. Et je pense que si toutes les autres sciences ne s'imprègnent pas de l'écologie, ça ne pourra pas fonctionner. Et je pense que nos scientifiques, dans toutes les matières qu'ils occupent, qu'ils travaillent, ont aussi cette démarche-là aujourd'hui. Donc j'ai une grande confiance dans les sciences, donc dans l'écologie par essence. Les enjeux sont trop importants pour se poser la question, pour débattre philosophiquement. On n'a plus le loisir de débattre philosophiquement. J'aimerais qu'on en soit là et qu'on soit peut-être 40 ans en arrière pour faire du débat philosophique. Mais non, on est dans l'action et je comprends la sensibilité sur ce sujet-là de tous. Et je ne veux surtout pas opposer. Je trouve qu'on s'oppose beaucoup et qu'on nous oppose beaucoup dans cette société actuelle. Je travaille dans 20 départements, la plupart ruraux. Je connais bien les territoires. Je vois une société qui se crispe sur des sujets qui ne devraient pas crisper. Pour moi, les réseaux, c'est des biens communs. Le réseau d'eau, d'électricité, aujourd'hui de téléphonie mobile ou fixe, c'est du bien commun. C'est notre intérêt commun de pouvoir communiquer pour les services de secours, pour tout, pour des choses très simples de la vie. On ne doit pas s'opposer, on doit travailler tous ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec Madame Jamais. C'est une collaboration qui est récente parce que les élections ont lieu il y a encore pas très très longtemps, mais on est déjà dans l'échange, dans la discussion, et c'est ça que je trouve intéressant. Je ne supporte plus toutes ces oppositions qu'on nous présente. Je ne suis pas un opposant des Verts ou d'Europe Écologie Les Verts ou de ce que vous voulez. Je suis un opérateur et je travaille avec les élus dans la continuité. Et je fais avec tout le monde, et je veux faire avec tout le monde et continuer à le faire dans une démarche de dialogue et d'échange et de transparence. C'est comme ça que Bouygues Télécom fait dans la région depuis tout le temps. Et je ne veux pas qu'on nous oppose. Je ne suis pas dans le débat politique. Je ne parle pas d'écologie politique, d'écologisme en tout cas. Moi, je parle d'écologie au sens factuel des choses. Comme mon métier est très factuel, on fait des choses factuelles. Donc l'opposition, non, je ne veux pas. Et on trouve toujours des solutions. On en a trouvé sur des sujets sensibles avec Madame Jamais. Voilà, on sait le faire. Et rapidement. Donc moi, je suis plutôt pour faisons collaborer toutes ces choses-là et collaborons nous aussi entre partenaires humains, je dirais, dans ces sujets-là. Ce que j'en pense, moi, et d'ailleurs je vais reprendre mot pour mot ce qu'a dit là, le Haut Conseil pour le climat, c'est que la mise à disposition de ces nouvelles fréquences n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale préalable et seules les logiques de valorisation économique des fréquences pour l'État, la compétitivité potentielle des entreprises françaises, d'égalité et cohésion des territoires et sanitaires ont été considérées. Donc le fond du problème, c'est qu'on n'a pas fait d'études d'impact environnemental sur ce sujet-là. Donc je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas une spécialiste, donc je ne pourrais pas vous dire de combien va augmenter la consommation d'énergie liée à la 5G, de quel est l'impact environnemental positif ou négatif de la 5G, parce qu'il n'y a pas eu d'études, tout simplement. Et aujourd'hui, on a un recours aussi devant le Conseil d'État au niveau de Prière-Thème et d'Agir pour l'environnement, où le rapporteur public l'a signalé, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi européenne, on doit faire des études d'impact environnemental. Et ce n'a pas été fait. Donc là, on va attendre la décision du Conseil d'État, mais clairement, c'est là le fond du problème. Et moi, typiquement, très personnellement, je le dis, c'est que moi, je le dis depuis 2018, depuis le moment où on parle de la 5G un petit peu plus, j'ai dit, il nous faut une étude d'impact. Je ne l'ai pas dit en 2020 quand ça a commencé à se savoir, je l'ai dit en 2018. Quand il y a eu les débuts des expérimentations. C'est aujourd'hui, on ne peut plus imposer une technologie sans ces études d'impact. Peut-être que je me trompe en me disant qu'il va y avoir un énorme impact sur le long terme. Peut-être que je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on ne sait pas, effectivement, globalement, l'impact environnemental de la 5G.
impact environnemental positif, je le répète, parce qu'effectivement, il pourrait peut-être y avoir des impacts environnementaux positifs, mais surtout les impacts environnementaux négatifs. Et c'est vrai que de ce qu'on peut lire aujourd'hui, le tendance au négatif commence à l'emporter. Donc c'est ça le fond du problème, c'est comment on arrive à débattre sereinement sur un sujet sans avoir d'études au préalable. Et moi, je ne mets pas la faute aux opérateurs sur eux, puisque ça a été une décision d'État aussi. C'est-à-dire que c'est l'État qui a imposé le déploiement de la 5G à marche forcée auprès des opérateurs, alors qu'ils n'ont pas fini de développer la fibre et pas fini de développer la 4G. Donc, moi, c'est ça que j'interroge. J'interroge aussi le côté économique de la 5G. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe tout ce qui va être... Tous les terminaux sont importés. Donc, la balance extérieure, commerciale extérieure du pays ne va pas être renforcée grâce au déploiement de la 5G. Après, il peut y avoir des applications qui vont permettre d'avancer pour les citoyens, pour la santé, etc. Mais il va y avoir. C'est qu'on n'a pas encore les applications. Alors, l'autre sujet, dont personne n'a jamais parlé, et maintenant on commence un peu à en parler, c'est la saturation de la 4G. La 4G arrive à saturation, donc ça devient un des arguments pour développer la 5G. Mais s'il y a la saturation de la 4G, ce n'est pas partout. Donc, pourquoi vouloir développer la 5G partout? Donc, et sans parler effectivement après de l'impact sanitaire ou pas de la 5G. Donc, voilà, c'est des sujets en fait de façon globale où il n'y a pas eu de réponse à des questions et ça aurait dû être étudié, mais bien en amont. Et alors, je ne parle même pas de la 26 GHz où là, pour le coup, on a encore le temps de faire des études d'impact sur tous ces sujets. Et donc, j'espère que les gouvernements et notamment l'Europe va bien prendre en considération ces sujets parce que clairement, la 26 GHz va poser encore plus de sujets et plus de problèmes, et notamment parce qu'il va falloir plus d'antennes, plus de terminaux, plus de tout, et plus l'impact sur les satellites, etc. Donc là, il est temps de s'approprier ces sujets-là et de pouvoir en débattre très posément, en fait, et d'arrêter effectivement de ce qu'on disait tout à l'heure, d'opposer Amish avec technologistes. Enfin, non, enfin, moi, je suis pas... Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment poser les choses de façon très concrète. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que qu'on peut voir, la 5G va générer plus de consommation électrique parce qu'il va y avoir une plus grosse consommation de données, etc., etc. Donc, et tout ça va être aussi induit, enfin, ça induit sur nos usages et sur les développeurs. Qu'est-ce qu'ils développent comme usage? Qu'est-ce qu'ils développent comme outil? Qu'est-ce qu'ils développent? Est-ce on continue à développer des vidéos en très haut, avec des formats très importants et qui vont consommer beaucoup d'énergie, etc. Tout ça est très lié. Donc, en fait, c'est vraiment une boucle qu'il faut prendre. Et c'est l'impact du numérique en ensemble. C'est pas que l'impact de la 5G, c'est l'impact du numérique. Et le rapport du Haut Conseil pour le climat le dit très bien. C'est-à-dire que la 5G va impacter l'impact du numérique dans sa globalité. En fait. Donc, et c'est ça qu'il faut prendre. Et si on va dans cette direction, où est-ce qu'on va réduire encore plus drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre? C'est là la question. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le numérique si on le souhaite. Par contre, où est-ce qu'on va réduire drastiquement le reste? Et donc, c'est là, et c'est ce qui va être encore plus compliqué pour les autres secteurs d'activité. Donc, c'est là les questions qu'il faut trancher, sur lesquelles il faut se poser et bien réfléchir. Sauf qu'on n'est plus au moment de la réflexion. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un état d'urgence climatique, clairement. Donc, l'ONU a récemment dit que le 1,5 degré, on pourrait l'atteindre en 2024. On a une chance sur 5 de l'atteindre en 2024, dans 4 ans. Donc, et normalement, c'est l'objectif de 2100. Donc, on est sur un rapport d'urgence qui est extrêmement important. Et voilà, enfin, clairement, c'est pas reluisant comme avenir. Enfin, faut que les gens ils comprennent ça. On n'est pas dans un avenir reluisant. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu catastrophiste, mais en fait, c'est la réalité. C'est que c'est même plus nous, les écologistes, qui le disons. C'est que c'est une réalité maintenant qui est reconnue par tout le monde. Donc voilà, donc c'est des interrogations qui sont importantes à poser. Très bien. Merci Delphine Jamet. Alors, effectivement, passons du côté technique, technologique. Alors, selon vous, Christophe Philippe, est-ce que cette 5G va d'abord être à l'origine de l'explosion de la consommation d'énergie? Est-ce que la 5G est nécessaire aujourd'hui en France? Moi, je voudrais reprendre quelques éléments du départ qui ne sont pas du fait de l'opérateur, mais qui sont du fait du gouvernement et des politiques sur le sujet de la 5G. On est face à une technologie évolutive par rapport aux autres, 2G, 3G, 4G, 5G, qui n'est pas une grosse rupture sur les fréquences, donc les
émissions d'ondes, c'est pas vraiment une rupture, on est dans une gamme de fréquences qu'on connaît. Pour rappel, le WiMAX a été déployé dans de nombreux départements, dans de nombreux endroits. C'est la fréquence utilisée aujourd'hui pour la 5G. Donc, les autorités publiques locales et nationales connaissent cette fréquence. C'était le WiMAX. Le WiMAX, il n'existe plus. On réalloue la fréquence pour la 5G. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet dans la mesure où on est sur une fréquence connue, avec des lois qui sont, enfin depuis les années 80, de nombreuses lois qui encadrent le fonctionnement des réseaux. Donc pour moi, je comprends qu'il y a un défaut d'échange et de concertation en préalable de la vente des licences à un niveau que je ne maîtrise pas. Je suis très à l'aise avec le sujet puisque mon patron Martin Bouygues a dit en début d'année que la société n'était pas forcément prête à la 5G et que le déploiement de la 5G n'était pas forcément une priorité obligatoire tout de suite et a proposé de retarder l'attribution des fréquences. Les événements malheureux de la pandémie ont décalé un peu les fréquences, mais c'est plus la pandémie qui les a décalées, on va dire, qu'autre chose. Et les fréquences ont été mises en vente par l'État récemment. Les opérateurs les ont achetées assez cher. Et effectivement, comme le disait Madame Jamet, derrière, on doit déployer. Donc, sur le volet politique, je n'ai pas de commentaire. Moi, opérateur, je fais en fonction de ce que l'État nous propose et des licences qu'on achète. Sur la partie technologique, il y a des avancées intéressantes sur la 5G en termes de matériel. Et là, pour moi, technicien, pour la technique de mon réseau, c'est intéressant puisque on me propose des antennes qui sont plus intelligentes, qui peuvent accueillir plus de monde sur le même matériel et qui savent allouer le bon flux en fonction de si on téléphone, si on fait de la data, de l'internet, bref, qui sait adapter les flux et qui sait mieux les distribuer. Une antenne intelligente, ça veut dire aussi qu'elle ne fonctionne pas quand elle n'a pas besoin. En tout cas, certains capteurs de l'antenne ne fonctionnent pas, ne sont pas sollicités, donc ne fonctionnent pas. Donc potentiellement, si personne ne passe devant cette antenne, l'antenne est inerte. Elle ne nécessite pas d'énergie particulière pour la faire fonctionner, contrairement à un matériel qu'on connaît aujourd'hui de 2G, 3G, 4G, qui sont en permanence allumés pour vous permettre de capter un réseau en permanence. Et quand vous passez dans ce réseau, vous pouvez téléphoner. La 5G, c'est une antenne qui va s'allumer à la demande, en fonction de quand on passe devant. Donc il y a une évolution technologique qui est intéressante pour moi et qui me permet de capter plus de flux avec un seul matériel. Donc je vois une économie finalement en termes d'infrastructures. C'est compliqué des infrastructures télécom. On doit poser sur des bâtiments dans les villes, dans les communes, sur des pylônes, nos matériels. Et c'est pas pour moi une passion d'aller déployer au maximum le plus d'antennes possible. C'est compliqué, c'est pas possible. Il y a des très jolis bâtiments à Bordeaux si on prend la ville de Bordeaux. On ne peut pas faire n'importe quoi, on doit intégrer les choses, on doit les cacher, on doit les maquiller. On doit faire en sorte que Bordeaux soit aussi belle avec ou sans réseau. Les contraintes sont déjà en place, hein, vous le savez, Madame Jamet, c'est très compliqué avec l'urbanisme et c'est normal, c'est normé, c'est les bâtiments de France qui sont aussi des interlocuteurs. Donc voilà, les choses sont très normées, très compliquées. Donc l'idée n'est pas de multiplier à tout va partout des antennes 5G. On a déjà une bonne couverture hein, dans les centres-villes comme Bordeaux et on n'a pas besoin forcément de beaucoup plus d'implantation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on en a déjà pas mal. Et on pourrait, avec la 5G, absorber le flux. Quand vous voyez la rue Sainte-Catherine noire de monde, on la voit encore un peu régulièrement ces temps-ci, même si ce n'est pas forcément la période, il y a quand même du monde. Et voilà, elle est noire de monde, et tout le monde a son téléphone, tout le monde cherche du service, tout le monde attend de son opérateur du réseau, ce qui est normal. Donc la 5G participera, oui, à une prise en charge de nos clients un peu plus optimisée. Sur la consommation énergétique, ce que je vous ai dit avant, ça marche aussi pour la 5G. Je ne peux pas vous dire je réduis de 50% mes émissions de CO2 sans que la 5G soit une pure partie prenante de ce programme-là. On parle de centaines et milliers d'antennes à terme en déploiement, c'est pas n'importe quoi. Voilà. On a une vraie politique, comme je vous le disais, de réduction de nos émissions. Donc on travaille avec les partenaires pour avoir un matériel qui soit le plus fiable possible, qui dure le plus longtemps possible, qui soit le plus facile à connecter, qui génère le moins de fils de ceci, de cela. On cherche des économies de bout de chandelle et des processus d'amélioration continue en permanence avec nos fournisseurs, parce que ça nous coûte cher la maintenance, parce qu'on veut optimiser le fait de ne pas passer 10 fois sur un site parce qu'il dysfonctionne toujours un petit peu. On a besoin de matériel fiable, on a des conditions climatiques qui ont évolué, il pleut des fois à torrent, il pleut de la grêle comme jamais, il y a des coups de vent comme on n'en a pas eu avant. Notre matériel, il doit être fiable, il doit être costaud, il doit être robuste. Et tout ça, ça fait partie de la démarche, si vous voulez. Pour nous, la 5G, ça ne va pas être un facteur de consommation exponentielle d'énergie, voire même
même d'augmentation de consommation énergétique. On mise sur le contraire. Je ne vais pas vous le dire parce qu'on n'a pas encore le réseau qui est déployé, mais on mise vraiment sur le contraire. On a tous en tête que ça va nous faire réduire la consommation énergétique parce que le matériel est plus efficient. On sait aussi éteindre des bandes de fréquences la nuit pour garder une couverture, je dirais, minimale d'un secteur pendant la nuit, mais avoir moins de bandes de fréquences allumées. Donc on garde du signal, mais on allume moins de choses parce qu'on n'a pas besoin d'être tout allumé, parce qu'il y a moins de monde. Donc on réfléchit aussi à tout ça parce que dans les objectifs de mon service sur la réduction du CO2, c'est drastique, c'est 50% d'électricité en moins en 2030 avec le nouveau réseau. Voilà, c'est cette démarche-là. Je suis plus dans une démarche très pragmatique par rapport à ce matériel et à cette nouvelle technologie. Enfin, oui, c'est parce que c'est l'antenne qui est la nouvelle technologie. C'est pas tant les ondes et les fréquences, c'est comment les réseaux vont travailler. Et puis comment on relie tout ça à la fibre, parce que la fibre, ça consomme encore moins d'énergie. Donc il faut que tous nos sites soient reliés à la fibre pour permettre plus de bandes passantes et plus d'économie d'énergie. Donc ces temps-ci, ces années, en ce moment-là, entre la fibre et les évolutions technologiques, pour nous, réseau, c'est un gain énergétique, un gain de bruit dans les installations, c'est moins de serveurs pour booster le coaxial ou autre. Donc on y trouve des économies dans pas mal d'éléments de la chaîne de production dans nos réseaux. Cependant, je ne parle pas des data centers encore une fois, où là, effectivement, c'est un stockage, et le stockage pur, consomme une énergie pour les serveurs qui tournent tout le temps pour maintenir en vie des données qui sont parfois peut-être inutiles, comme pourquoi conserver des mails qui datent d'il y a 20 ans, et quand on regarde ces mails, on peut avoir 2-3 000 mails en attente, mais ça coûte de l'énergie de stocker des mails. Enfin, et donc la démarche, elle est un peu globale de réflexion sur le stockage de données. Là, je vous le concède là-dessus, je ne suis pas... je suis moins expert et je suis moins en réflexion sur ces sujets-là. Très bien, merci pour ce point de vue technique. Alors, ces éléments techniques qui sont plutôt rassurants sur l'aspect consommation énergétique de la 5G. Est-ce que Delphine, ça a tendance à vous rassurer, ces éléments-là très factuels sur le matériel qui factuellement aura une consommation d'énergie moins élevée? Alors après, généralement, moi, de tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu entendre, c'est à usage constant, tout le temps. Donc, du coup, la question, c'est quels vont être les usages aussi à terme. Donc, c'est là, enfin, c'est un du problème. Oui, à usage constant, ça va consommer moins. Et clairement, parce que c'est orienté, parce que ça se connecte au moment où on en a besoin, etc. Mais si on a une demande de plus en plus importante de données, de communication, etc., là, ça va augmenter forcément. Et je prends toujours l'analogie avec les routes, c'est-à-dire qu'on a une route qui est encombrée, c'est bloqué, et donc on décide d'en faire une plus grande. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le moment, la route, elle est moins encombrée, mais 2 ans plus tard, elle est encore plus encombrée, parce qu'il y a encore plus de voitures qui passent. Donc en fait, c'est un peu, plus on ouvre le tuyau, plus on développe la possibilité de faire passer de la donnée, et plus on va avoir des usages importants. Et c'est ce qui s'est fait au fur et à mesure de l'histoire de la téléphonie mobile, hein. Enfin, clairement, et qui est récente, parce que je tiens quand même à le redire, c'est qu'on est quand même dans un monde de changement de pratique, d'usage récent. C'est-à-dire que les vidéos, il y a 10 ans, on ne les regardait pas comme ça sur son téléphone. Et est-ce qu'on en était plus malheureux de ne pas regarder une vidéo sur son téléphone? C'est un vrai sujet, en fait, moi, qui m'importe, qu'il faut, en tout cas, dont on doit discuter. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour bien vivre? C'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, est-ce que j'ai besoin pour voir mes neveux qui sont à l'autre bout du monde ou pas, en vidéo? Est-ce qu'il faut que je sois connectée chez moi ou il faut que je sois connectée en réseau mobile dans la rue Sainte-Catherine pour pouvoir le voir? C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des temps et des besoins à un moment donné. Donc on ne pense pas tous la même chose, bien entendu, mais je crois qu'on a créé on s'est créé des besoins dont on n'a pas forcément l'usage et le besoin, et qui sont très récents. Donc, c'est encore des moments où on peut refaire basculer. Donc, on a quand même cette problématique aujourd'hui, on consomme moins à usage constant et que l'usage ne va pas être constant. Et ça, c'est très clair. Donc, c'est ça le fond du problème. Et après, on empile aussi la 4G, la 3G et la 2G qu'on ne peut pas désactiver, clairement. La 2G, elle est utilisée justement par des objets connectés qui émettent un faible débit. Donc, en plus, c'est des objets connectés intelligents, pour le coup, très sobres.
en termes de données, et donc on ne peut pas les déconnecter encore aujourd'hui. Donc sinon, on enlèverait certaines choses importantes justement pour la vie de la collectivité et du réseau urbain, etc. Je crois que c'est l'eau, les capteurs d'eau, etc. sont connectés en 2G par exemple. Donc du coup, c'est des choses qu'on ne peut pas déconnecter. Donc on continue d'empiler, et quand on continue d'empiler, le bilan carbone, il s'empile, augmente. Donc c'est ça le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer à se dire on va empiler parce que le bilan carbone ne fait que s'accroître et qu'être négatif au final. C'est là où il faut avoir cette réflexion. Et c'est tout le sujet vraiment aussi de la 5G, c'est-à-dire que oui, à usage constant, ça va être assez intéressant. À usage non constant sur le long terme, c'est là où il faut s'interroger sur. Donc est-ce qu'on va limiter les usages? Et là, on va être dans une autre problématique, c'est la neutralité du net. Et qui, pour le coup, moi, m'importe énormément. C'est-à-dire que là, sur un point de vue philosophique et déontologique, ben oui, moi, je suis pour la neutralité du net et que tout le monde puisse avoir accès au net, parce que vous l'avez dit, c'est un bien commun. Et les réseaux sont un bien commun. Moi, j'en suis clairement, enfin, les réseaux mobiles ou en fixe, en tout cas pour la fibre, pour moi, c'est un bien commun, au même titre que l'eau, etc. Donc, l'eau est vitale, les réseaux un peu moins, mais en tout cas, voilà, on est dans du bien commun. Et donc, la neutralité du net, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, on va empiéter la neutralité du net. Et donc, c'est un vrai sujet. Et là, aujourd'hui, personne ne le met sur la table. Le rapport pour le Haut Commissariat pour le climat le dit clairement. Est-ce qu'on va couper des accès ? Est-ce qu'il faut couper des accès? Et quand on coupe des accès, on va contre la neutralité du net. Donc là, il y a un vrai sujet. Et donc, il y a l'usage. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, oui, moi, je ne suis pas convaincue, en tout cas clairement, que la 5G, il fallait l'avoir aujourd'hui. Très clairement. Je pense qu'on est des pays, je crois que la Corée du Sud est passée de la 3G à la 5G directement et pas passée par la case 4G. Et donc là, peut-être qu'eux avaient cet intérêt parce qu'ils ne sont pas passés par la case 4G. On va avoir la 6G qui va arriver aussi dans les 10 ans à venir. Donc, on est dans un moment où tout bouge beaucoup. Et donc, il faut vraiment s'interroger sur tout ça, et je ne suis pas certaine qu'il faille développer la 5G comme l'a demandé l'ARCEP aux opérateurs, de le déployer autant sur l'ensemble du territoire. Et c'est des sujets sur lesquels le gouvernement doit se positionner, et moi je tiens à le dire très clairement, et que l'Europe doit se positionner, parce que c'est pas un sujet franco-français non plus, et qu'on est dans une situation de climatique globale, mondiale, et que c'est pas que la France qui doit faire des efforts, c'est tout le monde. Et donc c'est des sujets qui sont à adresser au niveau européen et à adresser au niveau mondial. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que moi je suis assez pessimiste sur l'avenir. Clairement, je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà, faut pas nous s'auto-flageller non plus, et auto-flageller aussi les citoyens et les usagers. C'est-à-dire que tout ne doit pas être de la responsabilité des usages et de l'usager et du citoyen. Une grosse part de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est les entreprises et les États, et que le citoyen, c'est une toute petite part. Et surtout, les citoyens en plus grande difficulté économique, c'est-à-dire que ceux qui ont une grosse part quand même d'impact, c'est les 1% les plus riches. Et tant que toutes ces personnes-là ne mettront pas le pied à l'étrier pour aller pour lutter contre le dérèglement climatique, on n'y arrivera pas. Donc moi je pense qu'il faut arrêter les caricatures, mais par contre il faut se poser les bonnes questions, et que oui, la 5G a beaucoup d'interrogations, que ça n'a pas été tranché, que le gouvernement nous a mis en ordre de marche forcé sur ce sujet-là, et ce qui est assez inadmissible, sachant qu'en plus la Convention pour le climat a demandé le moratoire au mois de juin, avant le lancement des enchères. Et donc, je pense qu'on aurait pu encore attendre au moins d'avoir toutes les études avant de lancer les enchères. La réponse, elle va être double, en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'antenne qui s'allume ou pas quand il y a des utilisateurs qui la sollicitent. Donc déjà, le caractère technique de la 5G fait que l'antenne peut être effectivement pas activée ou inerte parce qu'il n'y a pas de besoin d'utilisation. Donc éteinte, est-ce qu'on peut dire éteinte? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle fonctionne dès qu'on la sollicitera. Donc elle sera en veille. Et puis deuxièmement, on fermera peut-être des bandes de fréquences la nuit. Parce que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas besoin d'utiliser plusieurs matériels différents au pied de l'antenne qui génèrent de la petite consommation d'énergie indépendamment, parce que chaque bande de fréquence a son petit boîtier qui consomme de l'énergie. Donc on sait à la fois travailler avec
une antenne qui est en veille et à la fois à fermer des bandes de fréquences. Donc la réponse, elle est pas oui, elle est pas non, elle est entre les deux, quoi. C'est la technologie plus nous, ce qu'on va faire avec les bandes de fréquences, fait que potentiellement, elle se repose, oui. Ok. Alors, juste pour rebondir sur une petite chose, c'est que j'insiste bien sur le côté d'utilité publique, d'intérêt public, bien commun sur des réseaux. Sur le réseau mobile en particulier, je ne vais pas prendre la ville forcément comme exemple, donc plutôt les zones rurales. Et des exemples tout simples comme ça, où quand il y a une coupure mobile dans certains hameaux, qui aujourd'hui ne sont pas raccordés à la fibre, quand c'est un site unique qui délivre le signal avec un cuivre France Télécom qui n'existe plus, ou le réseau a été détérioré, qui n'a pas été maintenu, c'est comme ça. On se retrouve dans des situations d'urgence qui peuvent mettre en difficulté des gens avec des appels au SAMU qui sont retardés parce que le réseau n'est pas là, parce qu'on doit se déplacer pour capter du réseau ou autre. Et c'est des situations que moi je vis en tant qu'interlocuteur des collectivités parfois, c'est que oui, on s'aperçoit qu'il y a un côté un peu vital des choses, puisque les services de secours ont besoin de nous, parce que les gens ont besoin de nous pour communiquer. Donc, je me sens vraiment un réseau aujourd'hui comme un réseau au même titre que les autres, parce que la sollicitation des citoyens et des élus est telle que ça a l'air très important pour eux, donc ça l'est forcément pour moi. Donc, vital parfois, et avec des conditions malheureuses parfois aussi qu'on a pu vivre parce que le réseau dysfonctionnait à cause d'un orage ou autre péripétie. De l'importance de la fibre. Comment ? De l'importance de la fibre. Oui, après, on verra la fibre, parce que la fibre est quand même déployée en aérien dans beaucoup de territoires. Et on ne va pas se mentir, l'aérien, c'est un risque de coupure des réseaux comme aujourd'hui. Voilà, France Télécom a l'entretien d'un réseau pylône dans tous les départements qui est considérable. On n'est pas à l'abri d'une branche qui tombe avec les conditions climatiques qu'on connaît. Et on peut mettre en blackout quelques jours. Voilà, on verra. Il y aura des conséquences de toute façon à l'infrastructure qu'on a déployée. Et même si c'est une très bonne chose, il faudra qu'on soit prudent sur la maintenance de ce réseau-là qui va être très importante. C'est évident. Mais je crois qu'on doit être sobre dans tous les domaines, en fait. Et il faut apprendre cette sobriété. Et ce que je disais tout à l'heure sur les besoins, c'est-à-dire qu'il faut interroger nos besoins. C'est qu'aujourd'hui, on se dit on a besoin de ça absolument, mais en fait, est-ce vrai? Et en cette période de Noël, encore plus, on voit on va être dans des fêtes de Noël confinées, où on ne peut pas forcément être tous ensemble, où on n'a pas pris le temps, où on n'a pas pu aller faire des cadeaux qu'on voulait. Et la question, c'est d'interroger nos besoins. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le vrai besoin? C'est d'être en famille, de se retrouver, parce qu'on ne peut plus le faire depuis pratiquement, ça fait 9 mois où on limite les échanges entre les familles, etc. Et est-ce que c'est pas ça le besoin fondamental finalement? C'est d'être entouré et d'être ensemble plus que d'avoir des choses. Et c'est ça. Et pour moi, la sobriété, elle est vraiment là. C'est qu'il faut s'interroger sur nos besoins de consommation. Alors, on va me dire, mais elle est pour la décroissance. Je suis pour la décroissance dans certains domaines et je suis pour la croissance dans d'autres, c'est-à-dire une croissance du bien-être, du bien vivre. Mais par contre, oui, on ne peut plus consommer comme on l'a fait pendant les 30 Glorieuses. On ne peut plus consommer comme on l'a fait depuis 50 ans. Ça nous mène droit dans le mur. Donc, forcément, ça, c'est de la sobriété. C'est-à-dire qu'on interroge les besoins dont on a et dans tous les domaines. Donc, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, que ce soit dans les domaines de la consommation de biens courants, de vêtements, que ce soit dans le domaine de la téléphonie, il faut interroger notre besoin. Que ce soit dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'être connecté tout le temps via notre modem téléphonique, ou est-ce qu'on ne peut pas se mettre plutôt sur notre Wi-Fi interne à la maison où on est fibré? Enfin, c'est des vrais sujets, c'est une façon de faire en fait. Et ça, il faut qu'on interroge et qu'on s'auto-régule chacun, et que les industriels, que les politiques, que tout le monde s'auto-régule. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit s'interroger. Donc, quand on propose un service ou quand on propose quelque chose, est-ce que c'est utile ou pas? Et quel est l'impact de ce sujet-là? Et c'est tout l'intérêt, tout nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est la transition écologique, c'est aussi de la résilience. C'est-à-dire comment on s'adapte à un monde qui va être de plus en plus compliqué. Le monde est compliqué aujourd'hui. Tout à l'heure, on le disait, les gens sont les uns contre les autres. Moi, je veux pas ce monde-là. Et sauf que quand on va être à du plus 3 degrés, donc là, je vais faire un schéma très négatif.
Plus 3 degrés, ce sont les famines. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'alimenter parce que c'est sécheresse, parce que c'est inondation. Donc tout ça, c'est de la famine. Et donc quand on a de la famine, quand on a très faim, et bien là, il y a des révoltes, et là, il y a des guerres. Et donc là, ça, c'est des vrais sujets. Et moi, mon objectif depuis des années, c'est de dire, mon Dieu, faites qu'on ne donne pas ce monde à mon fils. Et vraiment, enfin, c'est très égoïste de ma part. Moi, j'ai un enfant de 13 ans. Donc, mais a priori, dans 80 ans, il a une possibilité d'être encore vivant. Hein. Donc, en 2100, il pourrait être encore vivant. Et mais moi, je ne veux pas qu'il vive dans un monde complètement pourri où on ait des conflits. Et donc, la sobriété va nous éviter ça. Et dans tous les domaines. Et donc, c'est juste ça, en fait. Et il faut qu'on le sache tous. Et donc, oui, on peut faire de l'innovation, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est là qu'on doit agir. Donc, cette sobriété, elle est indispensable, qu'elle soit dans le domaine du numérique, mais dans tous les autres domaines. Et dans le domaine du numérique, elle est encore plus, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une croissance du numérique et des gaz à effet de serre qui est de 8% par an. Quand on dit 8% par an, c'est beaucoup, en fait. C'est que la pente, au final, elle est énorme. Là où ça va aller, c'est que c'est énorme. Donc, oui, on a cette nécessité, enfin, c'est une vraie nécessité d'interroger toute la façon dont on voit les choses. Ce n'est pas simple, mais il faut le faire. Et c'est du courage. C'est un courage politique, c'est un courage citoyen, c'est un courage humain, mais on doit le faire et on ne doit pas avoir peur, en fait. Enfin, les écologistes, très souvent, on passe par des phases, c'est-à-dire qu'on prend conscience des choses, et puis là, on est un peu dans une phase où, poum, on devient complètement, finalement, démotivé et déprimé parce que ça fait peur. Mais finalement, il faut rebondir. Et moi, le but, ce que j'ai, c'est qu'il faut faire rebondir les gens dans ces domaines-là et avoir cette sobriété, c'est aussi du positif. Moi, je vis de façon très sobre, clairement, enfin, dans mes usages de tous les jours, mais je ne suis pas malheureuse du tout. Et je consomme, c'est-à-dire que comme je ne consomme pas tout le temps, beaucoup, mais quand je consomme, je me fais vraiment plaisir. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est retrouver le plaisir. Et retrouver le plaisir, c'est pas en étant abreuvé tous les jours de la même chose ou de consommer tous les jours comme c'est pas possible. Il faut inverser les choses. Et moi, je suis assez optimiste sur la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes de 18 ans, eh bien, on s'aperçoit que la deuxième main, ça devient la tendance. Et bien moi, je suis contente parce que si la deuxième main devient une tendance, devient la mode, et bien on va avoir plutôt gagné notre défi. Par contre, oui, ça va avoir des impacts économiques dans d'autres domaines. Et donc, c'est là où il faut faire cette transition. C'est comment on amène les secteurs économiques à faire cette transition pour pas mettre sur le carreau beaucoup d'employés, etc., etc. Et c'est le fond du sujet. Comme pour l'aviation, c'est un problème. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un problème avec l'aviation, mais on n'a rien fait pour reconvertir les gens et pour les amener à faire autre chose comme travail. Donc, ça s'anticipe tout ça. Et moi, ce que je regrette depuis des années, c'est qu'on n'a pas anticipé ça. Il faut le faire. Et donc, c'est important pour pas mettre des gens sur le carreau et qu'on arrive à refaire. Mais tout à l'heure, on parlait de recycler les téléphones, etc. C'est beaucoup d'emplois, hein. Enfin, si on fait un atelier de recyclage des téléphones, c'est beaucoup d'emplois et pas forcément plus des emplois très qualifiés. Donc là où on a besoin de main-d'œuvre, qu'on peut former, des emplois d'insertion, ça peut être de l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie circulaire. C'est ça sur quoi il faut aller aujourd'hui. On ne peut plus considérer qu'on va continuer à exploser notre consommation dans tous les domaines et ça, c'est important. Et donc, c'est une sobriété numérique, mais une sobriété dans tous les domaines, c'est ça qui est important. Très bien, merci Delphine. Alors, Christophe Philippe, en répondant également à cette même question, l'objectif, c'est la sobriété numérique. Comment est-ce qu'on y va ? Nous, comme je vous le disais, on a pas mal d'actions en cours, hein, que ce soit les différents éléments qu'on a évoqués un peu plus tôt, électricité bas carbone, le recyclage des terminaux, tout ça, c'est des choses qu'on fait, donc on est déjà dedans. La sobriété numérique, je la vois au travers des usages, en fait, puisque quand on parle de sobriété numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être un petit peu moins sur TikTok, un peu moins sur Netflix, sur le mobile, un peu moins sur des formats vidéo qui aujourd'hui prennent une part majeure dans les consommations et les usages de tout le monde. À la fois, je suis très rassuré dans l'éducation de nos enfants parce que le mien est un peu plus âgé, il a 17 ans, il est en terminale, il a une vraie sensibilité à l'écologie, c'est inné, hein, enfin lui et tous d'ailleurs, c'est inné entre eux de parler de tous ces sujets qui sont pour nous des nouveaux sujets entre guillemets, en tout cas pour les moins avertis. Et c'est intéressant. Par contre, ils consomment.
Par contre, ils consomment du numérique, ils se voient, ils se font des vidéos ensemble, ils se font des jeux en ligne. Il y a une forme d'utilisation du numérique qui est un peu débridée, qui mérite un petit peu effectivement d'être cadré. Et cadré, ça veut dire peut-être qu'on commence avec nos enfants les plus jeunes pour réduire le temps d'exposition aux écrans, surtout à partir de quel âge est-ce qu'on expose les enfants aux écrans. Avant 3 ans, ça me semble pas possible. Après, on peut le faire entre 3 et 6 un petit peu. Le jeu va rentrer un petit peu plus tard dans l'histoire. Avant 12 ans, pas forcément de connexion Internet libre du tout. Un œil bienveillant des parents sur ce qui se regarde, donner l'exemple en n'étant pas trop sur son téléphone de son côté pour le boulot ou pour autre. Donc ça passe, je pense, par pas mal de petites choses à mettre en place. C'est la vigilance de chacun sur les usages qu'on a. C'est pas anodin. On sort de plusieurs mois de confinement. On était tous, en tout cas une grande partie des gens, sur les réseaux sociaux, et on le ressent parce que qui dit réseaux sociaux dit parfois des informations qui peuvent être un petit peu, comme on dit, des fake news et autres. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, on s'est un peu cristallisé, je pense, sur nos écrans ces temps-ci. C'est peut-être le bon moment avec les fêtes d'en sortir un peu, de se voir comme vous le disiez, de se faire des câlins si on peut, de loin ou de près, mais faire quelque chose d'humain. Parce que les réseaux sociaux, c'est rien, ça n'existe pas, c'est une autre vie, c'est totalement annexe à notre vraie vie. Trop de polémiques s'y font, mais c'est le lieu des polémiques. Mais ne donnons pas trop d'importance à ces choses-là par rapport à la vraie vie. C'est mon ancien métier, les réseaux sociaux. J'ai travaillé très longtemps, j'ai vu beaucoup de choses, et tout ce qui est l'apparition de Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qui se fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de bien, je trouve, à travers ces réseaux sociaux parce qu'ils favorisent l'échange. Attention, encore une fois, à l'opposition. Ne nous opposons pas, à part pour faire des jeux de mots rigolos et des fausses polémiques, je pense. Mais ne nous opposons pas trop parce qu'on aura tous besoin les uns des autres dans les mois et années à venir, avec à la fois les enjeux sanitaires, mais aussi climatiques. Vous avez bien raison. Mais je pense qu'on commence à en avoir tous conscience. J'en ai l'impression, et c'est ce que je trouve positif. C'est qu'on commence à tous mettre le pied dedans, vous d'abord depuis longtemps, mais voilà, on a une démarche globale, je pense.